Cet épisode bonus est le fruit de mon échange avec Carl Pinault sur le design persuasif. Je vous incite fortement à écouter l'épisode principal, le numéro 11, en premier, pour bien comprendre cet épisode. Dans cet échange, Carl Pinault dessine les contours d'une réflexion encore à ses débuts sur une conception plus éthique, consciemment conçue pour éviter le design persuasif présent massivement dans nos interfaces actuelles, que ce soit volontairement ou inconsciemment. Cet échange dessine de belles promesses pour l'avenir de nos produits numériques, plus respectueux du bien-être et du libre arbitre de l'usager. Un aspect qu'on a relativement peu abordé en profondeur, en tout cas c'est la difficulté, en tout cas moi c'est celle que je ressens aujourd'hui, d'évaluer le design persuasif en fait, parce que là on en parle comme si c'est quelque chose qui est extrêmement étudié, extrêmement bien mesuré. En réalité, ça reste quelque chose, ça reste un mouvement largement encore en construction. La façon dont justement on va mesurer à quel point un service est persuasif pour être capable peut-être de alors l'encadrer ou en tout cas à minima de l'améliorer, parce que je reste assez convaincu que voilà, tous les concepteurs ne sont pas de grands génies du mal en leur fort intérieur et qu'ils souhaitent plutôt faire le bien de leurs utilisateurs. Et donc je pense qu'il y a beaucoup notamment de concepteurs qui ne font que répliquer les fonctionnalités qu'ils voient fonctionner sur d'autres services, et donc qu'on arrive à voilà, avec des notifications pour rien ou des fils d'actualité, etc., etc. Et donc en fait, c'est important de continuer à travailler sur ces aspects-là, c'est important de continuer à chercher comment est-ce qu'on peut mesurer ce design persuasif, comment est-ce qu'on peut évaluer le degré de persuasion d'une fonctionnalité en particulier, pour pouvoir ensuite dire au concepteur, bah non, regarde là, ton interface, elle est en train de produire un effet sur l'utilisateur qui a un effet néfaste pour lui, et donc a priori, il faudrait fonctionner autrement. Mais ça, du coup, ça nécessite qu'on soit nombreux à travailler sur ces aspects-là, ce qui n'est pas forcément d'ailleurs le cas aujourd'hui, je pense, hein, on n'est pas très très nombreux à travailler sur cette question de la façon dont on peut montrer aux professionnels de la conception comment produire des interfaces qui soient peu persuasives. Et donc ça, c'est un vrai enjeu pour moi. Ouais. C'est super intéressant, effectivement, en termes de design, il y a un véritable enjeu de comment on repense les interfaces hors de ces codes, quoi, qui sont devenus, ouais, comme tu disais, des normes. Donc des fois, sans même vouloir persuader, tu reproduis les schémas, tu vas, sans même savoir pourquoi tu vas faire des notifications, parce que c'est comme ça que ça fonctionne aujourd'hui, parce qu'il faut quand même que ton service soit utilisé. Et effectivement, c'est des problématiques très profondes, et il va falloir sans doute un petit peu de temps pour que les normes changent et soient bousculées, mais c'est des belles visions et des beaux projets. Ouais, et du coup, tu vois, un exemple lié à ça, qui m'avait beaucoup marqué au moment où il était sorti, c'est un petit jeu qui avait été conçu pour et par des designers d'interface, des designers UI, et qui proposait d'évaluer, enfin de choisir entre deux interfaces qui est donc ont exactement le même objectif et enfin, sont quasiment similaires en tout point, mais il y a une petite différence dans l'interface, et les designers devaient choisir la bonne ou la mauvaise. Et la première question qui était posée dans le jeu, c'était donc de choisir entre deux interfaces. Les deux proposaient, étaient typiquement l'interface qu'on va trouver sur un média social lorsqu'on s'inscrit, et qui propose d'inviter des amis à se connecter, ou à suivre des personnes, ou à les inviter à rejoindre l'application. Et la première interface, en bas, dans les boutons qui étaient proposés, avait un gros bouton, un gros call to action, ce qu'on appelle en primary, donc avec une grosse couleur forte qui disait inviter des gens, et puis en tout petit en dessous, passer à la suite. Et la deuxième interface, elle, proposait les deux boutons sur le même niveau de design graphique, donc les deux étaient exactement similaires. Et donc quand on répondait à la question, quand on choisissait la bonne ou la mauvaise interface, et bien en fait, c'était la première, celle qui hiérarchisait fortement les deux choix, qui était définie par le service comme étant la bonne interface, celle qu'on devrait designer. Et la raison qui était donnée, c'est parce qu'en fait, ça rend la décision, le choix, plus simple pour l'utilisateur. Et donc, à mon avis, c'est justement là où en fait, on a un énorme travail d'éducation des concepteurs aux enjeux de la persuasion et aux enjeux du respect de la liberté de l'utilisateur à choisir par lui-même. Si l'utilisateur n'a pas envie d'inviter ses amis sur l'application, et ben en fait, il doit pouvoir le faire aussi simplement que s'il a envie d'inviter ses amis sur l'application. Là, on revient un peu aux questions de friction. En fait, mettre le choix au même niveau, ça crée plus de friction que d'orienter le choix, quoi. Exactement. Et je sais pas si tu avais vu passer ça aussi, mais
pour voir le pouvoir du design persuasif, il y avait une interface horrible qui avait été créée. J'essayerai de retrouver le lien pour le mettre dans la description de l'épisode, où tous les codes étaient inversés et où on se rend compte qu'en fait on est super manipulé, en tout cas orienté par l'interface, parce que les croix ouvraient d'autres fenêtres, enfin c'était horrible. Et je trouvais que cet exercice était super parlant pour te rendre compte du pouvoir d'une interface et de comment on a créé aussi des automatismes et lissé toutes les interfaces, donc ce qui peut du coup diminuer la friction, mais aussi lisser et créer des problématiques autres sur le design persuasif, quoi. C'est ce que Norman appelle des affordances perçues. Donc, c'est le fait qu'on perçoit sur l'interface des icônes qui ont une affordance. Et donc, l'affordance, c'est le fait de se dire qu'un outil s'utilise de telle manière parce qu'il a telle forme. Donc, instinctivement, on pense qu'il s'utilise de cette manière. Et donc, effectivement, quand tu as un icône avec une croix, tu t'attends à ce que ça ferme, c'est une affordance perçue. Et en fait, si tu cliques dessus et que ça ouvre une autre fenêtre, et ben là, tu es totalement décontenancé parce que ça ne respecte pas ce que tu voulais faire. Et donc, effectivement, ça pose ce genre de problème. Ouais. Non, c'est vrai que ce petit jeu était absolument redoutable. Et je crois qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui arrivaient à la fin du machin sans avoir pété un câble. Ah ouais, non, c'est clair, c'est travailler sur les nerfs, là. Il fallait tout réapprendre. Je pense qu'un nouveau-né s'en serait mieux sorti, du coup, parce qu'il n'a aucune préconception de comment c'est censé fonctionner, quoi. Si vous souhaitez contribuer à cette réflexion, n'hésitez pas à prendre contact avec l'association des designers éthiques dont Carpino est le coprésident. Vous pourrez également retrouver l'événement Ethics by Design du 16 au 18 novembre 2022. Si vous voulez débattre ou approfondir sur le sujet, vous pouvez m'envoyer un DM sur le compte Instagram et si tu posais ton tel, ou sur mon compte LinkedIn en description, ce sera avec plaisir. À bientôt!